c'est un honneur. Sur une petite introduction, je pense que vous l'avez faite me concernant, ça suffira pour aujourd'hui. Sur le pourquoi d'un entrepreneur qui rejoint Uber, je pense que la raison est toute simple. Quand on est entrepreneur, on crée parce qu'on a envie de créer, que tous les jours on se lève avec l'envie de créer, et qu'on n'est pas satisfait si on n'a pas fini la journée en ayant au moins créé quelque chose. La constante dans ce que j'ai essayé de faire, c'était toujours d'appliquer la technologie au monde réel. J'ai effectivement créé une petite entreprise quand j'avais 15 ans de logiciels pour aider les entreprises de l'agroalimentaire à mieux gérer leur stock et leur flux, c'est-à-dire du SaaS, du software as a service, à une époque où ça n'existait pas vraiment encore. Et pour moi, ce qui m'avait frappé, c'est que si on prend des petites entreprises, des petites PME du territoire français et qu'on leur applique une couche technologique, tout à coup, une petite PME, comme en l'occurrence c'était celle de mon père, peut viser un marché national, voire international, grâce à la technologie. Et en ayant un impact sur les flux physiques, c'est-à-dire des camions qui concrètement livrent des légumes aux quatre coins de la France, ou aux quatre coins de l'Europe. Et ça a été une constante pour moi d'appliquer la technologie au monde réel. J'ai fini à Londres par créer Ubicab, effectivement, quelques mois avant que Travis crée Ubercab, parce que Uber à l'origine s'appelait Ubercab et non Uber. C'est suite à un procès, l'un des nombreux procès qui sont faits à Uber, qu'on a dû changer de nom pour enlever le mot cab. Uber qui veut dire super. Ça veut dire super. Alors, les Américains utilisent Uber comme Uber cool, qui veut dire c'est super cool. Donc c'est un peu l'équivalent français du super. Voilà. Et je l'ai créé parce que j'étais à Londres, j'étais étudiant à la LBS, et je voyais tous les mini-cabs de Londres, qui sont l'équivalent anglais des VTC. Et je me disais, ce qui manque, c'est une seule application sur laquelle on sort sur son smartphone, on appuie sur un bouton et un mini-cab arrive tout de suite. Alors qu'à Londres, il y avait Addison Me, mais c'était par SMS et par téléphone. Il y avait une application qui ne fonctionnait pas très bien. Et il y avait une pléthore de petites entreprises de mini-cab, que vous connaissez peut-être, qui sont tous les mini-cab shops qui sont aux quatre coins de Londres, mais qui n'avaient pas une offre cohérente avec une marque qui s'engage sur une proposition de valeur. Donc j'ai créé Ubicab. Ensuite, j'ai pas connu le succès que Uber a connu sur cette entreprise-là. Mais quand j'ai vu, quelques temps plus tard, que j'étais approché d'ailleurs par Uber, suivant l'entreprise depuis plusieurs années, je me suis dit, c'est une occasion en or, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait beaucoup mieux, avec une vitesse de déploiement et une vision qui est excellente, qui était bien supérieure à celle que j'avais, et un PDG, Travis, fondateur, qui a une vision. Ce qui m'a frappé en fait, c'est la qualité d'exécution et l'horizon de la vision. C'est-à-dire que Travis, quand on lui parle, il regarde à 50 ou à 100 ans et il se préoccupe finalement assez peu d'abord de combien d'argent ça va lui rapporter, il s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, c'est d'inventer, c'est de créer. Et il parle de la mobilité dans 50 ans, des villes de demain, de ce qu'on va faire et de Uber, ce qui sera encore là en 2100, quelque part. Et cette vision accompagnée d'une qualité d'exécution phénoménale, je vais me convaincre, en tout cas. Alors, si c'est intéressant, tout le monde connaît, je pense ici, ce qu'est Uber, mais peut-être un mot sur l'histoire de l'entreprise. Donc, elle a été créée il y a 6 ans, je vous le disais, Uber, Ubercab. Et puis, peut-être pour parler notamment de la partie qui nous intéresse là, c'est l'internationalisation et l'arrivée de Uber à Paris. Donc, la légende du club, je crois que c'est vrai, elle est racontée par un autre jeune entrepreneur qui s'appelle Loïc Lemer. Il a monté une conférence qui s'appelle Le Web à Paris, et donc Travis Kalanick était à cette conférence, et pas trop les taxis, il leur a dit, bon bah, il faut absolument qu'il y ait Uber en France. Et donc il a, à ce moment-là, décidé de internationaliser son concept. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous avez donné tous les chiffres, je crois que vous êtes dans 270 villes. Je ne sais pas combien de chauffeurs dans le monde il y a. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un panorama finalement du paysage Uber tel qu'il se présente aujourd'hui et des projections de développement assez intenses de cette entreprise qui justifierait notamment la valeur que je citais tout à l'heure. Oui, donc effectivement, on est aujourd'hui dans 270 villes, dans plus de 60 pays. C'est plus que amener Uber à Paris que Travis a eu comme idée, c'était plutôt à Paris qu'il a eu l'idée. Et donc ça veut dire qu'une fois qu'il a créé Uber à San Francisco, très vite, son souci c'était de l'amener dans la ville où l'idée lui est venue. Donc, il aime dire, et ça fait généralement rire les journalistes français comme vous, Philippe, que Uber est né à Paris. C'est
toujours assez amusant de voir un enfant de la Silicon Valley expliquer ça. Donc on est dans 270 villes, sachant qu'on était dans 100 villes il y a 6 mois, donc une croissance assez rapide. Et j'en dirais, je pense, quelques mots, parce que je dirais quelques mots à ce sujet, parce que je pense que c'est quelque chose que nous on vit en interne au quotidien, mais qui n'est pas forcément visible. Je pense que 270 villes, quelque part, c'est un chiffre abstrait. Comme beaucoup des chiffres qui concernent Uber, la valorisation, les milliards, le nombre de villes, il y a beaucoup de choses qui sont abstraites. Alors évidemment, la partie, il y a deux visages finalement Uber. Il y a un visage sympathique, c'est jeune, c'est disruptif. Et puis il y a un visage, ça crée des emplois. C'est attirant évidemment, en période où le chômage frappe. Et puis il y a un visage qui est plus, comment dirais-je, qui en est le revers de la médaille, qui est de dire Uber, ça vient déranger. À la limite, c'est pas forcément si grave, mais des positions existantes, des rentes, des taxis en particulier, qui sont menacés dans le monde entier, qui conduisent donc à une problématique claire, c'est un sujet de réglementation de la concurrence. La formation de juriste de ce point de vue-là justifie aussi le parcours que vous faites. Aujourd'hui, il y a le conflit. Et ce conflit, l'arbitrage, souvent quand on regarde l'arbitrage dans ce conflit, conduit un certain nombre de villes, de municipalités, de pays, à dire je ne veux pas d'Uber, ou je ne veux pas d'Uber Pop, puisqu'il faudra bien faire les détails entre les deux qui ne sont pas le même service. Comment est-ce que vous vivez cette ubiquité finalement vous qualifie les entreprises comme les vôtres, de nouveaux barbares en France, en tout cas, je ne sais pas si l'étranger emploie ce terme. Le terme a été employé en France. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que je voulais dire sur les 270 villes. Ce que ça veut dire, en tout cas, l'esprit d'entreprise de chacun dans l'entreprise, je crois, c'est un esprit d'aller de l'avant avec une vitesse et une envie que j'ai jamais vue avant. J'ai présenté pas mal de startups et je pense que dans l'équipe, tout le monde a cette énergie qui est colossale. Et c'est ça qui fait qu'on passe de 100 à 270 villes ouvertes dans le monde en 6 mois. Et c'est ça qui fait qu'on est très innovant et qu'on nous qualifie parfois de barbares. Pourquoi ? Parce qu'on va vite. On va aller vite parce que le monde n'attend pas, parce que le monde change profondément et brutalement, et que si on attend en se disant oui, on va discuter pendant des années pour voir quel cadre réglementaire les villes vont vouloir mettre, ce qu'on fait, c'est qu'on ne suit pas le monde. Le monde n'attend pas les politiques, le monde n'attend pas les dirigeants. Je dis souvent que pour moi, je suis pourtant jeune, mais je l'ai vécu entre les années 80, 90 et maintenant. Ce qui me frappe tous les jours, c'est à quel point aujourd'hui, je vois même des gens qui tweetent en temps réel alors que je vous parle, ce qui me frappe, c'est que avant, je pense que les dirigeants dirigeaient la société et tout le monde était d'accord avec ça. Aujourd'hui, c'est la société qui dirige les dirigeants. Les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques, les gens qu'on est tous n'attendent plus que les dirigeants décident pour eux. Et nous, ce que nous disent les gens, c'est dans le monde entier, je veux pouvoir être transporté, parce qu'une bagnole ça coûte cher, parce que j'en ai pas. Je veux pouvoir avoir un job, je veux pouvoir gagner ma vie, et je veux pouvoir faire, quand je veux être transporté, ça de la manière la plus économique possible. Nous, on a un modèle où on a prouvé ville après ville, on peut le faire. Et du coup, on arrive dans des villes où évidemment on regarde toujours le droit, et si on voit une faille dans la réglementation existante, on se dit on peut créer Uber, ou on peut créer Uber Pop, ou Uber X aux États-Unis, on le fait. Ça nous attire évidemment des ennuis, notamment, alors je pense qu'il y a deux catégories d'ennuis. Et la première catégorie que vous avez expliquée, qui est on dérange une position existante, qui est souvent une position dominante, il faut le rappeler. Les taxis, dans la plupart des villes dans le monde, au monde occidental notamment, parce que le problème se pose beaucoup moins dans le monde en développement, où il n'y a rien. De toute façon, tout le monde est content de voir quelque chose arriver, parce qu'il n'y a rien. Mais dans le monde développé, les taxis sont généralement un cartel ou une position dominante protégée par des règles. Il faut le rappeler, les taxis sont une exception dans le traité de Maastricht, qui dit ce domaine-là, il est intouchable. Donc, nous, on dérange ça, et ça, forcément, ça nous attire des ennuis. Les opérateurs télécoms dominants qui ont été disruptés par des petits entrants l'ont bien vu, les opérateurs d'énergie qui ont été disruptés par les petits l'ont bien vu, sur tous les secteurs, les uns après les autres, les gros, les dominants qui ont été protégés notamment par des règles étatiques, ne sont pas très contents dans cette ça. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième, et c'est ce que vous disiez sur les villes, je pense que les villes, quand on dit les villes ne sont pas forcément contents de voir Uber arriver, nous, c'est pas ce qu'on nous dit. En coulisses, en tout cas, toutes les villes nous disent on est ravis. Ce dont elles ont peur,
c'est le pouvoir de la première chose dont j'ai parlé, c'est-à-dire le pouvoir de blocage d'une profession qui a longtemps été protégée. Donc en fait, c'est plus une question de transition, finalement. Pour revenir à notre sujet, plein d'autres questions, enfin, tout ça pose beaucoup de sujets. Mais sur le sujet des villes, on voit bien, on parle beaucoup à la tribune du sujet de la Smart City, parmi les grands thèmes dominants, c'est la question de la vision de la mobilité. Vous disiez tout à l'heure que Travis Kalanick, ce qui le caractérise, c'est une vision à long terme. C'est vrai que, je ne vais pas préciser, mais j'ai vu dans sa dernière interview du Monde, il disait cette valeur de 40 milliards, il n'a pas l'intention de se faire coter en bourse, comme certains l'ont fait rapidement, enfin, c'est ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas envie que les gens actionnaires passent leur temps à regarder cours de bourse. Il est justement dans cette logique de la disruption, où l'ambition de l'entrepreneur qui crée cette entreprise, c'est justement de voir le long terme. Et les villes, aujourd'hui, on constate, essayent de voir le long terme et essayent de changer. Restons à Paris, on voit Mme Hidalgo qui dit je veux plus de diesel à Paris. On voit qu'un certain nombre de changements ont lieu, et qui nous ont d'ailleurs tous enquiquinés, puis on voit que finalement c'est réservé au taxi et ça marche. Et que les gens, effectivement, soit les jeunes, en tout cas les urbains, de plus en plus abandonnent la voiture. Donc il y a une adéquation entre ce que vous venez de nous raconter et finalement l'ambition des villes, c'est-à-dire des villes propres, des villes qui circulent de façon fluide. Donc normalement vous devriez gagner. Mais dans la période de transition juridique, notamment dans laquelle on est dans un cadre qui est un peu flou, on s'aperçoit que la réaction est quand même assez violente. Je prends l'Allemagne a interdit Uber. En France, Uber Pop, il faudra peut-être vous nous réexpliquer la différence pour ceux qui ne savent pas entre Uber et Uber Pop. Par exemple, Uber Pop, c'est un individu qui vous transporte avec son véhicule, ça s'apparente plus au voiturage qu'à Uber. Donc Uber Pop, il y a de premières interpellations qui commencent à avoir lieu parce que la France, depuis le 15 décembre, dit je ne veux pas qu'Uber Pop existe. Donc dans ce cadre-là, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous attendez que le cadre légal finisse par vous donner raison, ou vous dites je joue la partie jusqu'à ce que la musique s'arrête? Alors, je vais répondre à cette question dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je répondrai juste sur la vision, justement. Je pense que moi, ce qui me préoccupe réellement en tant que dirigeant, et je pense toute l'équipe et Travis aussi, et j'y pense souvent et j'en parle même en famille avec ma femme, souvent parce qu'elle est juriste, donc j'ai des échanges assez amusants à la maison sur ce sujet, c'est réellement ce qui me préoccupe, c'est quelle est la société qu'on veut construire. Je pense que je suis suffisamment jeune, on est probablement tous jeunes dans notre tête pour que cette question nous préoccupe réellement. Moi j'ai des petites filles, je me dis, est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui aide à construire le monde de demain? J'en suis convaincu, le monde de demain c'est un monde dans lequel il y aura beaucoup moins de voitures, et ce sera des voitures partagées, il y aura un flux de voitures qui transportent les gens, il y aura des infrastructures publiques qui seront encore plus efficaces, toute la Smart City sur laquelle on reviendra. Pour moi, ça, c'est la vision de demain. Et en plus, si ça contribue à réduire la pollution, réduire les places de parking, créer de l'emploi, de l'activité économique, des impôts et à réduire la pollution. Sur les impôts, il y a une phrase de Travis Kalanick qui m'a amusé, qui disait « Chaque euro payé à Uber est un euro taxable parce que tout est numérique. Ce n'est pas forcément le cas pour le chauffeur de taxi, payant en cash. » Ça pour le chauffeur de taxi. Exactement, tout est tracé et traçable, c'est électronique, ça tombe dans les comptes bancaires des chauffeurs aussi, qui ont des entreprises bien locales, plus de 80% de la valeur de chaque poursuiveur reste dans la ville où vous avez fait la course, donc sur ce point, effectivement. Mais tout ça, c'est la vision, et pour moi, c'est le monde de demain, c'est toutes les choses dont on a parlé qui sont positives. Donc effectivement, on peut vouloir exécuter cette vision et se dire qu'il y a des obstacles. Nous, notre vision des obstacles, c'est que si on prenait les obstacles et qu'on disait, attendez, il y a cette règle-là, si vous prenez le décret de 1985, ou de 1965 pour certains d'entre eux, il est écrit que, et on nous dit, ça dit clairement que Uber ne peut pas faire ça. Moi je me permets de le challenger, d'autant plus que je suis juriste, je dis, attendez, oui, c'est écrit en 1965, ou en 1985. Juste pour faire parallèle avec Macron, Macron a dit sur les tarifs de notaire qu'ils ont été, la dernière fois qu'on les a modifiés, ils étaient à peine nés. Exactement. Et moi, quand ces décrets sur le transport urbain ont été écrits, j'étais probablement pas né. Donc je vois ces décrets, je vois ces règles, et nous on prend des avocats, parce qu'on veut s'assurer qu'on fait bien les choses, et à chaque fois des avocats dans les villes où on ouvre notre business, et à chaque fois qu'on est convaincu que la réglementation n'est pas totalement adaptée, ou en tout cas qu'elle n'a pas été écrite avec une vision très technologique, ou très demain, on tente.
Alors qu'il y a plein d'entreprises qui vont se contenter de dire, effectivement, si on prend une interprétation très stricte et très étroite de l'article 128 du décret de 1985, on n'a probablement pas le droit de faire ça. Bon, très bien. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on peut avoir un débat juridique infini dans cette salle. On l'a déjà devant les juges, devant les tribunaux, etc. Pour moi, ce n'est pas le cœur du débat. Le cœur du débat, c'est les idées, c'est quel monde on veut construire aujourd'hui et demain, et qui nous suit. Et nous, ce qu'on constate, c'est que dans le monde entier, on a une très très large majorité qui nous suit. Il y a 22 villes qui, j'ai vu ça, qui 22 villes ou États qui ont modifié leur réglementation. Qui ont créé une réglementation qui prend en compte les contraintes et les opportunités du monde moderne avec la technologie, et qui se disent on va inventer un nouveau cadre, on va créer quelque chose qui permet à tout ça d'exister, mais avec des règles strictes. Et je vous prends un exemple très simple, vous avez la Finlande, c'est absolument hallucinant ce qui se passe en Finlande en ce moment. Vous avez des dirigeants de l'État, plusieurs députés qui ont dit nous, on ne va pas prendre le problème par le bout, on va voir Uber arriver, on va dire qu'on est pour, mais en même temps publiquement on va être obligé de dire qu'on se méfie parce qu'il y a les taxis, etc. Ils ont dit nous, on va mettre tout ça à plat, on va dire de toute façon ces règles-là n'ont aucun intérêt puisqu'elles sont trop vieilles. On va créer une grande consultation nationale avec tous les acteurs et on va créer un régime pour faire ce qu'ils appellent le MaaS, c'est-à-dire Mobility as a Service. Et là, je crois que c'est même un ministre qui chapeaute la consultation MaaS et qui dit nous, on veut faire en sorte qu'en Finlande, dans 10 ou 20 ans, il n'y ait plus une seule voiture individuelle, que ça n'existe plus, que le concept est disparu. On ne veut plus qu'il y ait de bus qui sont opérés par les entreprises privées-publiques. Ce qu'on veut, c'est un système, quels que soient les acteurs qui l'offrent, qui permet à toute personne qui veut bouger d'un point à un autre, y compris les personnes qui ont des besoins spécifiques, personnes âgées, handicapées, etc., de pouvoir le faire de la manière la plus économique possible, la plus environnementale possible. Ça, ils sont partis de la vision et maintenant ils vont créer le cadre réglementaire. On voit que dans la discussion dont vous parlez, dans le moment qu'on traverse, il y a de la violence entre le taxi, les taxistes, il y a des violences. Donc je dis, il y a une réaction aujourd'hui juridique publique qui passe dans le sens passionnant que vous décrivez en Finlande. Moi, j'aurais tendance à dire, même si évidemment ce que vous racontez est à votre avantage, mais c'est normal, vous êtes là pour ça. Mais il y a un nouvel équilibre à trouver. Enfin, quand on s'intéresse au droit de la concurrence, finalement, on dit que c'est une modification de l'équilibre et le droit de la concurrence est censé finalement refléter ce nouvel équilibre. Quel type, alors, mais à très court terme, concrètement, pour pas être seulement, on va y revenir sur le sujet, mais pour être vraiment très concret dans la situation d'aujourd'hui, qui est à la fois bloquée et potentiellement porteuse de violence. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi vous êtes prêts? Est-ce qu'il va, enfin, dans le cas français en particulier, qui nous intéresse, voilà. Quel est le sentiment que vous avez dans les relations? J'imagine que vous avez des relations avec les pouvoirs publics qui sont fréquentes. Et puis, il y a eu un cadre légal qui a été modifié par la loi Thévenoud. Il y a maintenant une question d'interprétation du droit. Vous en parlez avec votre femme. On n'en parle pas tous les soirs, mais c'est vrai que l'interprétation du droit sur le sujet Uber-Pop en particulier et le fait que sur la géolocalisation, il y a une nouvelle règle, enfin, etc., c'est le nouveau cadre légal. Où est-ce qu'on va concrètement en France aujourd'hui dans ce cadre? Sur la violence, je pense que Uber, sur ce sujet, est juste la représentation, une marque, une entreprise qui représente une idée. Et cette idée, elle est très très puissante. Elle est en train de disrupter tout un secteur à l'échelle mondiale. Et ça fait partie de la raison qui explique la valorisation de l'entreprise. C'est que les investisseurs et la société réalisent qu'une entreprise, mais une idée surtout, plus que Uber, c'est une idée, est en train de réellement changer un des piliers du monde qui est le besoin universel d'être transporté. Et ça, quand une idée est si forte, je reprendrai les mots qui sont attribués à Victor Hugo, mais je ne crois pas que ce soit lui, mais ça n'empêche que la phrase est pas mal, c'est de dire qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Alors ça c'est pas pour éviter la question, c'est pour vraiment expliquer la raison de ça. C'est des débats d'idées qui effectivement viennent aux mains à une certaine violence parfois, dans les mots ou même dans certaines attaques, parce qu'il y a un débat d'idées qui est réel. C'est qui a le droit de transporter qui, comment, dans quelles conditions et pour combien d'argent. Voilà le débat. Et forcément les forces en place ne sont pas forcément d'accord. Une autre chose qui explique la violence et l'agitation dans le débat,
c'est le fait que quand on a été habitué, on le sait tous, quand on a été habitué à penser d'une certaine manière pendant 60 ans, c'est très difficile de changer. Et je me l'applique à moi-même, ça. Parfois, je suis convaincu de ce que je fais chez Uber et c'est difficile de faire quelques pas en arrière et se dire est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que je suis en train de faire sur tel ou tel aspect, ou est-ce qu'il y a des nouvelles idées que je devrais prendre en compte. Et ça, c'est difficile pour tout le monde. Mais quand depuis 60 ans, ou même 70 ans, pour rappel, en 1937 à Paris, il y avait 14 000 taxis. En 2014, il y en a 17 000. La population parisienne, en temps, a été multipliée par 3. Et le nombre de chômeurs, pas. Le nombre de chômeurs, aujourd'hui, 11% chiffre officiel, mais nous, on voit beaucoup de gens qui sont a priori des chômeurs, mais pas enregistrés comme chômeurs, et à mon avis, c'est bien plus élevé que ça. Donc, quand vous voyez ça, et que vous êtes habitué à ça, c'est un tel choc de devoir penser autrement, qu'effectivement, ça crée cette violence et ce débat d'idées qui est très agité. Maintenant, sur le concret, sur le court terme, nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? J'ai bien aimé cette question, parce que quelque part, c'est ça, c'est qu'est-ce que Uber est prêt à faire? À quoi on s'engage? Nous, on s'engage à une chose qui est très simple. C'est, quoi qu'il arrive toujours, de respecter la décision d'un juge. C'est-à-dire que si un juge prononce une décision qui est définitive, Uber la respectera toujours. Et là, en l'occurrence, sur notre sujet Uber Pop, il n'y a pas eu de décision définitive d'un juge, il y a une décision de première instance, du 12 décembre, d'un juge du tribunal de commerce de Paris qui a dit, en réponse à des adversaires qui nous ont poursuivis, je refuse d'interdire Uber Pop, vous êtes dégoûtés. Nous, on respecte la décision du juge, on continue à offrir Uber Pop. Après, le ministère de l'Intérieur l'a annoncé avec énergie à la télévision juste après cette décision, en disant on va interdire Uber Pop. Mais à ce que je sache, dans un état de droit, c'est le juge qui fait respecter la loi. C'est pas l'exécutif qui peut, du jour au lendemain, passer une règle, c'est bien ça qu'on a évité avec la Révolution française, c'est d'empêcher que l'exécutif puisse prononcer des règles qui ne sont pas issues de l'électorat. Donc, en l'occurrence, le juge et le Parlement fait la loi, le juge la fait appliquer, et ensuite le gouvernement est chargé de faire respecter tout ça. Donc, il y a eu cette décision, il y a un appel, il y aura un jugement d'appel, on peut aller jusqu'à la Cour de cassation. C'est à ça que sert la Cour de cassation, c'est de juger en dernière instance. Pour ça vous donne un peu de temps. Ça nous donne du temps. La justice est lente. Sur notre sujet, c'est trop rapide. C'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, pour aller jusqu'à la cassation, voire pour y aller à la ce décision sont des européenne, référés. ça peut prendre du temps. Et ce sont des référés, donc les référés vont vite, et les juges, les pauvres. Moi, je dirais une chose aussi là-dessus. C'est, évidemment, ça nous sert nous, mais ça sert d'autres secteurs. Guillaume Pépi, dans une interview au Monde sur Blablacar, on lui disait, mais attendez, ça vous dérange pas, Blablacar, ça vous fait du mal potentiellement, non? Et il répond, j'ai la citation ici, je vais vous la lire. Savez-vous que Blablacar, il répondait à une question, mais après il en reparle en fait. Le leader européen du covoiturage fait aujourd'hui chaque mois 600 000 voyageurs. C'est déjà plus de 5% du nombre de trajets vendus par SNCF Voyage. Savez-vous par ailleurs qu'Avis a racheté pour 500 millions de dollars le leader américain de la voiture partagée? Et il conclut, voilà nos nouveaux concurrents. Il n'a pas poursuivi Blablacar en justice. Non, il a créé un Blablacar. Ah, exactement. Et nous, ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est si vous voulez déranger Uber, créez le concurrent Uber et faites mieux. Et puis tout le monde gagnera, parce que du coup, on fera... Alors, sur ce point justement, c'est intéressant, parce que je disais donc un nouvel équilibre. Vous bousculez un nouvel équilibre et le droit doit refléter un nouvel équilibre. Je crois que c'est comme ça que, en tout cas, j'ai compris comment ça fonctionne en réalité. Le nouvel équilibre, c'est que vous avez poussé vos concurrents à changer. Quand on regarde les GCF, les taxis, ils se sont mis à la géolocalisation, ils ont finalement un des sujets, c'est les trois sujets. Uber, c'est super, donc c'est la propreté, la qualité des voitures, les variables. Quand on prend à Paris, on voit qu'on est plutôt en train de monter, notamment parce que les villes disent on veut des voitures plus propres, etc. Deux, la politesse du chauffeur. Et ça dépend de l'éducation de chacun. La capacité de payer simplement avec une carte bleue, là aussi, qui s'équipe de plus en plus, on le voit, les chauffeurs, ils sont, quand on vous demandez une fiche à un chauffeur, maintenant il appuie sur un bouton, il ne vous fait plus la note, mettez-moi 2 € de plus, ben voilà, ça c'est fini. Donc on est passé dans un monde quand même, vous avez déjà discuté le monde, et vous avez conduit chacun, des partenaires, à bouger. Et j'allais dire, vous avez même pas seulement fait bouger le taxi, vous faites bouger tout, enfin, vous et le covoiturage, vous avez raison, c'est tout bien. Les loueurs de voitures, les Hertz, les Alice, etc., vous valez 4 fois plus que Hertz que moi. Voilà, donc eux aussi, ils sont disruptés dans ce modèle-là, parce que ce que vous faites aujourd'hui dans une logique de taxi, ça va intéresser tout le monde ici, enfin, tous ceux qui s'intéressent au Grand Paris,
ça peut s'étendre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un service local en ligne ou un trajet de 10 minutes. L'ambition, si j'ai bien compris, c'est effectivement, vous l'avez dit, d'offrir un service de solidité globale. Donc, comment est-ce que dans ce nouvel équilibre, alors là pour le coup économique entre les différents acteurs, vous vous situez et quels sont les changements auxquels on peut s'attendre? Alors, effectivement, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est une prise de conscience qui est nécessaire. Il y a, comme je disais, 5 millions de voitures dans le Grand Paris, utilisées seulement 4% du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toutes ces voitures qu'on achète tous, qui coûtent quand même cher, et qui sont immobilisées 95% du temps. Quel entrepreneur, chef d'entreprise ou personne qui réfléchit 2 secondes se dit ça, effectivement, ça a du sens. Du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental, ça n'a aucun sens. J'ai une voiture, je l'ai revendue. Je pense qu'on va de plus en plus à revendre nos voitures parce qu'on verra bien que le seul statut et le plaisir de conduire une voiture, qui est effectivement pertinent, même intéressant, je suis le premier à aimer conduire, ne justifie pas forcément un investissement de 10, 20, 30, 40, 50 000 euros pour quelque chose qui est utilisé que 5 millions de temps. Et ça, il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite par les acteurs publics et les acteurs privés qui est tout ça va complètement éclater. La question, c'est pas est-ce que ça va éclater, c'est quand et à quelle vitesse. Et avec des Blablacar, des Uber, des Drive-in français, Wicar français et autres, ça va éclater bien plus vite qu'on ne le pense. Et du coup, il faut que les acteurs publics et nous, acteurs privés, réalisent une chose, c'est que on doit absolument changer le système et ce le plus vite possible pour répondre aux besoins. Et si je pouvais vous projeter, je vous montrerai la carte de Uber au début. C'était 5 petites voitures sur une carte pour Paris, en plein centre. Et ça, c'était décembre 2011. Aujourd'hui, c'est une carte du Grand Paris, on est obligé de zoomer pour pouvoir voir jusqu'où vont les voitures d'Uber. Et ça va jusqu'en Seine-et-Marne, il y en a certaines qui parfois se perdent chez moi en Champagne, ça va jusqu'à Beauvais. Et vous voyez que de plus en plus, on a la liquidité dans ces zones où on peut réellement commander un Uber dans des endroits où il y a peut-être 5000 habitants. Et ça, c'est le demain. Et ça veut dire que nous, Uber, qu'est-ce qu'on va faire? Et tous les autres acteurs, on est en train de créer une grille de transport à moindre coût pour l'État et donc pour les citoyens qui payent des impôts. Demain, vous avez une infrastructure de transport qui a été créée par le secteur privé avec 0 investissement public, et en plus ça fait gagner de l'argent à des gens, et ça coûte moins cher. Quand même un investissement dans les routes. Il y a les routes, mais ça, pour beaucoup, elles existent déjà, et on peut les améliorer, surtout si on fait comme à Londres. Je vous invite tous à lire le plan stratégique Londres 2020, qui est sidérant de vision. Je cite la Finlande, je cite Londres, je peux continuer. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé la vision de Bertrand Delanoë parce qu'on peut critiquer certaines choses, mais en tout cas, il projetait toujours Paris dans 10, dans 20, dans 30 ans, à quoi doit ressembler Paris. Et je pense que Paris doit continuer à faire ça, à avoir du leadership sur cette question. Et Paris, en 2020-2030, ça serait bien qu'on ait un système où, si vraiment vous insistez pour prendre votre voiture personnelle et tout seul dedans, ça doit vous coûter très très cher. À condition que vous ayez d'autres options. Et en tant que, par exemple, travailleur d'Île-de-France, si vous devez venir à Paris pour travailler, vous devez avoir des options. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Île-de-France, c'est pour ça qu'il faut sortir de Paris pour le voir, qui n'ont pas assez d'options. Ou alors elles sont trop chères. Ou elles ne sont pas assez accessibles, par exemple, après 1h du matin. Un chiffre là-dessus sur Uber, on a 7%, 8% des trajets sur Uber Top qui démarrent ou se terminent dans une zone urbaine sensible. J'aimerais savoir combien, même à la SNCF, peuvent en dire autant. Il y a plus de 15% des trajets sur Uber qui démarrent ou se terminent à plus d'1 kilomètre d'une station de métro ou de démarrage. On est là pour complémenter un système qui est déjà défaillant, pas pour les mauvaises raisons, parce qu'il n'y a plus d'argent, mais qui va être de plus en plus défaillant. Donc il faut vraiment une prise de conscience politique, sociale, de tout le monde pour dire comment ensemble, tous les acteurs, on continue de créer ce système. Il n'y a pas que Uber, il faut tous les autres acteurs, et nous... Et la SNCF, quelque part, est votre allié, puisque dans ce concurrent est allié, puisque Guillaume Pépi travaille lui-même, on en parlera dans quelques semaines dans le journal, avec lui, on essaie de le voir sur ce sujet, sur un service porte-à-porte. Exactement toute cette question de comment je fais le dernier kilomètre. Tout à fait. Et ça, c'est un des enjeux fondamentaux, et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que Uber, mais à nouveau, c'est une idée, tous les autres acteurs peuvent y contribuer, c'est un écosystème de transport, et qu'est-ce qu'il y a en commun entre toutes ces offres? C'est que c'est des transports partagés. Et alors souvent, on nous challenge un petit peu en nous demandant, je crois que vous l'avez déjà fait, Philippe, on nous dit, mais vous vendez le fait que vous êtes de l'économie du partage, c'est bien, c'est gentillet, ça fait plaisir à tout le monde, on vit dans un monde très progressiste. Je peux vous la faire, hein. Certains disent c'est les économies du servage, parce que vous prenez 20% de tout, donc c'est la nouvelle dîme.
Ça, on peut y revenir. Mais en tout cas, je vais d'abord répondre sur le partage, je vais répondre sur le servage. Qu'est-ce que vous préférez? Allez-y, je vous laisse le choix. Top, très bien. Je vais commencer par le partage et après je parlerai du servage. Sur le partage, il y a bien partage, c'est des actifs, ceux de la SNCF, ma voiture que tout d'un coup je mets à disposition du public, qui sont partagés plutôt que d'être uniquement utilisés par un individu. Et le métro finalement, le bus c'est ça. Et demain, on ne peut pas exclure un Google ou un Uber ou un Blablacar, j'en sais rien, je ne sais pas qui le fera, mais je souhaite qu'il y ait des entreprises françaises dans le mix, qui aura réellement des minibus de 8, 9, 10 personnes qui sillonneront la ville en permanence avec un moteur aussi propre que possible, donc si possible 100% électrique. Pour rappel, les VTC n'ont pas vraiment le droit de mettre des voitures électriques puisqu'il y a des décrets qui ont été écrits pour empêcher la concurrence et ne donner des voitures électriques qu'aux taxis, c'est rappelé au passage. Mais donc des minibus où ils doivent le faire, mais on peut le faire, les VTC peuvent le faire, mais qu'avec une exception préfectorale. Donc il faut la demander véhicule par véhicule. Mais donc je rêve d'un monde quelque part où un Blablacar peut mettre, ou un Uber, ou citer toutes les entreprises, des minibus qui sillonnent la ville, qui ont un moteur propre et qui sont en permanence en train de prendre des passagers et d'en déposer. Et il n'y a plus vraiment de ligne de bus. Il y a un système permanent, un flux permanent, qui transporte des gens qui ont besoin d'être transportés et les dépose, et ce de la manière la plus écologique possible. Et ça, c'est une révolution où on envoie les prémices, nous, sur Uber, quand on voit ce qu'on a fait en 3 ans à Paris. Mais si on met 10 ans, 20 ans, 30 ans en avant, c'est colossal. Moi, ça me fait penser un peu au film de Luc Besson, 5e élément. Ça me fait penser à quelques autres films de science-fiction. Je me dis, merde, on voyait ça dans les années 90, on se disait, oh, mais ça, c'est très loin. Je me rappelle même de lire des BD qui montraient ça dans les années 90. C'est en train de devenir une réalité. Et ça a un impact extrêmement profond sur la société dans laquelle on vit, puisque c'est un des actes fondamentaux de tout être humain autour du monde tous les jours, c'est la mobilité, c'est de pouvoir bouger. Et ça, c'est pour aller travailler, pour aller s'amuser, pour rencontrer sa famille, etc. C'est un besoin tellement fondamental que c'est pour ça que cette vision et ce qui est en train de se passer est si visible et si intéressant. Et le servage, sur le servage, un capitalisme. On pourrait dire que c'est presque le pire du capitalisme, certains le disent en tout cas. Et si on projette, je vais poursuivre la question, si on projette, parce que là ce que vous dites c'est super, parce que ça peut créer des emplois, et puis là, Uber est en train de se faire ubériser, pour paraphraser Maurice Lévy. Vous avez un de vos actionnaires, qui s'appelle Google, qui dit, mais moi j'ai une vision du futur encore plus radicale. Je vais mettre des voitures avec des robots chauffeurs. Et donc, je vais faire exactement la vision que vous dites. Je crois que Google a dit la vision de la ville américaine à San Francisco, Los Angeles, même pas dans 20 ans, hein, 8, 10, dans 5. Je rappelle que la Google Car a déjà fait plus d'1 million de kilomètres. C'est de dire les centres-villes américains qui ont l'avantage d'être carrés, donc c'est facile. Il n'y aura plus que des Google Cars, exactement ce que vous décrivez, mais il n'y aura plus de chauffeurs, donc j'aurai plus qu'à l'attraper. Et donc là, évidemment, le système devient complètement inquiétant, puisqu'on fait disparaître la partie sympathique qui est la création d'emplois. Et puis il reste quoi? Alors c'est pour ça qu'on est encore dans l'économie du servage, parce que vous faites travailler les autres, vous prenez 20%, mais si c'est des robots, alors là on passe dans un autre monde, un monde où finalement le capital devient dominant. Grand débat, on enchaîne les grands débats. Je suis un peu brutal, mais je pense que c'est des questions que les gens se posent. Tout à fait, on est là pour y répondre. Ou en tout cas, pas pour y répondre, pour tenter d'y apporter des réponses et faire l'objet d'un débat. Sur le servage, sinon après, vous allez dire que j'y pas répondre. Je conteste totalement. Et je pense que tout ce qu'on voit nous tous les jours avec l'équipe nous donne toute la légitimité pour le contester. Après, il faut pouvoir l'expliquer. Et je pense que Uber, nos objectifs pour 2015 autour du monde, et avec l'aide de David Plouffe, c'est d'expliquer un petit peu plus ce qu'on fait et ce qu'on vit au quotidien. Mais sur le servage, les 20%, quelle entreprise qui amène à des gens une opportunité qu'ils n'ont jamais connue avant n'est pas légitime à prendre une commission sur un service qu'elle apporte. On apporte une plateforme, vous allumez un téléphone, un kit de connexion Uber à n'importe quel moment de la semaine et vous êtes chauffeur, ça bip en permanence. On vous apporte des courses et nous, en échange de ça, on prend 20% de chaque course. En revanche, contrairement à ce qui se passait avant, on n'est pas un de ces acteurs qui existe sur le marché français, qui existe autour du monde, où effectivement on fait du servage et qui me disent non, chaque semaine vous allez devoir payer X. Donc c'est un coût fixe, et on parle ici à une audience qui comprendra très bien ce dont je parle, c'est un coût fixe et il faut arriver au point mort sur ce coût fixe avant d'arriver à gagner de l'argent.
Ça veut dire qu'à New York, vous avez des taxis qui louent leur voiture 140 € par jour, 140 $ par jour, à des entreprises qui effectivement font presque le servage. Ça veut dire qu'ils payent 40 000 $ par an pour avoir le droit de conduire. Et après, ce qu'ils gagnent en plus de ça, c'est dans leur poche. Et là-dessus, ils doivent payer leur charge, leurs impôts, etc. C'est colossal. C'est vrai que la charge de taxi, ça vaut 300 000 €. 239 000 €, les derniers chiffres par exemple. Donc ça, c'est exactement le modèle qu'on veut éviter. Nous, on dit, vous êtes libre de conduire sur la plateforme Uber quand vous voulez. Elle est non exclusive. Donc si un concurrent français, qui lève des fonds en ce moment, plusieurs de nos concurrents font plusieurs levées de fonds récentes, qui sont plus attractives, peut jongler entre les plateformes, et vous, en tant que chauffeur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous maximisez vos revenus. Et donc, quand vous parlez à les chauffeurs Uber de l'opportunité, c'est unanime. Vous avez peut-être 2 ou 3 ou 5% de mécontents, mais les mécontents, il y en a toujours, ils sont nécessaires, parce qu'en plus, ils nous aident à changer. Mais la très très large majorité vont vous dire, j'ai là une opportunité comme je n'en avais jamais eu avant. Pour beaucoup de chauffeurs, on leur parle et ils me disent, c'est la première fois que j'ai accès au crédit. Je peux m'acheter une voiture, je peux louer un appartement, je peux potentiellement acheter une maison. Et ça, moi je ne ferais pas ce que je fais. J'aurais quitté l'entreprise si je n'avais pas le sentiment que tous les jours, tout ce que je fais évidemment pour les utilisateurs est bon, mais surtout on crée réellement une opportunité pour tous ces gens qui travaillent sur la plateforme Uber. Donc votre vision du monde, c'est comme Google, c'est Google is good, Uber is super, c'est ça? Complètement. Le jour où ça s'arrête, je pars et je crée un concurrent. C'est bien d'avoir des états d'âme en tout cas, c'est intéressant. C'est vraiment d'ailleurs. Et je ne suis pas le seul dans l'entreprise. Et Travis, on essaie de dépeindre comme un disrupteur qui est un barbare, etc. Toutes les personnes qui le rencontrent disent toujours c'est fou comme il est humain. Il est humain, il ne parle pas d'argent, il est là pour inventer. Il se soucie énormément des chauffeurs, il va souvent à leur rencontre, il se soucie énormément des employés Uber, qui sont pour lui tous des entrepreneurs. Il appelle régulièrement pour savoir comment ça va, ce que pensent les équipes de ceci, cela, etc. Après, sur la partie Google Car, je pense que... Est-ce qu'on peut ubériser Uber? Est-ce que Google va vous ubériser? Ça serait très bien. Il faut que tout le monde nous ubérise. Il n'y a pas de raison, ça serait pas juste. Et si c'est Google qui est en plus un de nos actionnaires, ça serait encore plus marrant, parce que du coup, on pourrait jouer un petit peu au chat et à la souris d'innovation, on pourrait essayer d'inventer plus vite qu'eux. Sur beaucoup de sujets, on développe des choses en interne qui sont potentiellement concurrentes d'Uber. C'est pas une nouveauté, mais c'est pas forcément quelque chose qui sort beaucoup dans la presse parce qu'on n'en parle pas énormément. Mais nous, tout ce dont on a besoin pour être les meilleurs, on va le développer. Si on peut l'acheter sur le marché parce qu'il y a des gens qui font ça mieux et qu'on n'arrivera pas à le faire, on l'achètera, ou bien on fera des partenariats. Mais il y a beaucoup de choses qu'on est capable de développer en interne. On a une équipe de développeurs à San Francisco de 400 personnes. On a une équipe à Amsterdam qu'on est en train de créer de 50 personnes, qui va passer à 200 personnes. Et on a à Paris l'un des top engineers, donc un des ingénieurs, codeurs, développeurs qui est un des premiers à avoir rejoint Uber, qui a programmé la première version de l'application iPhone. Il est dans notre bureau à Paris. On essaiera de se réinventer. Google avec la voiture sans conducteur, je pense que là-dessus, il y a une inquiétude, mais quelle innovation radicale n'est pas inquiétante? Elle est toujours forcément inquiétante. Si on avait dit à tous les salariés, ouvriers, des chaînes de fabrication de voitures il y a 50 ans que dans 50 ans, il n'y en aurait plus un seul, honnêtement, je pense que ça aurait beaucoup inquiété les gens. Aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est une évolution positive qui a permis de fabriquer plus de voitures plus vite, mais avec moins de travail pénible? Je pense que sur la voiture, effectivement, il y a un sujet pour les chauffeurs. Que fait-on des chauffeurs? Mais je pense que si on présente en un raccourci une évolution qui va prendre 20 ans, ça a l'air brutal et radical, ça ne va pas se passer tout de suite. Je pense que le Travis le dit lui-même, Eric Schmidt aussi. J'allais poser la question, vous qui êtes informé sur ce sujet-là, c'est quand que vous pourrez imaginer voir ce type de véhicule nouveau Pour qui moi, posera aussi des problèmes de réglementation, naturellement. À grande échelle, je pense qu'il n'y a personne qui peut le dire. Moi, ma conclusion, après avoir parlé à pas mal d'experts sur la question, il n'y a absolument personne sur la planète aujourd'hui qui est capable de dire quand ça va arriver. Je pense qu'il y a une chose que j'ai entendue d'un scientifique, et je crois qu'il est français de la Silicon Valley, qui a dit il y a une chose dont je suis certain, c'est que la probabilité que ce que vous décrivez arrive dans 5 ans ou dans 10 ans est chaque année divisée par 2. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle elle est, mais la pente est extrêmement brutale. Et je pense que si on avait la même conversation dans 5 ans, on pourrait peut-être dire que ça va être en 2022. Alors aujourd'hui, c'est la loi de Moore à l'envers. Un petit peu, exactement. En tout cas, je pense que pour moi, c'est la seule chose correcte que j'ai entendue, à mon avis, c'est le fait que chaque année qui passe, étant donné que, quand vous réfléchissez, si on a mis 15 milliards d'euros, ça nous a amené sur la Lune. Je ne vois pas comment des entreprises comme Google, Uber, tous les autres, je sais pas, il y a des Français, Dassault Systèmes par exemple, Airbus, qui pourraient très bien inventer ce genre de choses,
en mettant quelques milliards d'euros sur la table. À nouveau, on a fait la Russie 380 qui a coûté, dans mes souvenirs, 15 milliards d'euros. En mettant 15 milliards d'euros sur la table pour créer la vision dont vous parlez, je suis sûr que c'est possible, et que c'est possible plus rapidement qu'on le croit. Je rappelle que vous avez levé, parce que le vrai argent, c'est pas les 40 milliards, mais le vrai argent, c'est 1,2 ou 1,3 milliard. Ouais. Vous avez levé. Le vrai argent pour Google, qui pèse plus de 600 milliards de dollars, c'est les dernières évolutions, c'est aussi, je crois, en montant en cash, je ne vais pas me tromper, quelque chose comme 50 ou 60 milliards de cash disponible dans une entreprise comme celle-là. Donc c'est des questions qui... Et avec ces sommes, on peut faire ça. Ça veut faire beaucoup de choses. Des grands projets. C'est certain. Et là-dessus, il y a aussi un grand changement. La NASA, j'avais rencontré à une époque quelqu'un de la NASA qui disait même nous, on doit se réinventer. Parce que peut-être que la NASA va arrêter de. Ils ont commencé avec un autre disrupteur qui s'appelle Elon Musk. Oui, exactement. SpaceX. Et aux États-Unis, il faut voir ce qui est en train de se passer. Et les Européens, on en est capable. Moi, j'ai travaillé à la Commission européenne beaucoup avec les gens Airbus. Il y a des gens en Europe qui ont la vision et qui ont le talent. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. L'Europe a du talent, l'Europe a la vision sur plein de sujets. La grande force des Américains, c'est qu'une fois qu'ils ont l'idée, le talent, ils mettent l'argent, et après ils vont vite. Et ça, c'est un truc qu'on doit plus savoir faire en France. C'est quand vous êtes convaincu qu'une idée est possible, le Concorde, la 380, le TGV, et qu'ensuite vous avez le talent, et nos écoles françaises, européennes, ont le talent, je n'ai aucun doute sur la question, et c'est pour ça qu'il y a autant de Français dans la Silicon Valley. Après, ce qui manque, c'est l'argent. C'est cette capacité des Européens, et en premier chef desquels les Français, à dire je mets 5 milliards d'euros sur la table sur une grande idée. Et cet argent pourrait être perdu totalement. Ce qui me choque dans les investisseurs européens, c'est leur frilosité. À quel point on est frileux. Ça n'est que 5 milliards d'euros. Ça paraît beaucoup, mais c'est 5 milliards d'euros. C'est intéressant d'entendre un jeune homme de 33 ans dire ce n'est que 5 milliards d'euros. Pourquoi c'est que 5 milliards d'euros 5 milliards d'euros, si vous voulez, quand c'est 5 milliards d'euros qui appartiennent à une seule personne, c'est beaucoup d'argent. Ou à un État. Si c'est 5 milliards d'euros du budget français, c'est énorme. Si c'est 5 milliards d'euros qui viennent de 350 fonds de pension qui font l'investissement à 250 ans, c'est très peu d'argent. Bien sûr. Et c'est ça qui 80 000 milliards de dollars sont aujourd'hui investis dans le monde. Oui, et quoi faire de ces tarifs-là. Moi, dans mon job, avant et même encore maintenant, moi j'investis dans des petites entreprises, y compris certaines que j'ai contribué à créer. Et ce qui me frappe, c'est le nombre de gens que je rencontre autour du monde qui me disent c'est con, il y a vachement d'argent, mais il n'y a pas assez d'idées dans lesquelles investir. Et moi, quand j'entends ça, je suis sidéré. Parce que ils me disent il y a de l'argent qui flotte, il y en a beaucoup, et c'est pour revenir à la question sur le capitalisme. Ils ne demandent que ça, de mettre de l'argent sur des projets, sur des grandes idées. Donc moi, je le fais en permanence quand on parle un petit peu plus d'investissement. J'encourage les Européens et tous ceux qui ont de l'argent, et j'en fais pas partie, donc moi j'ai pas ces sommes colossales, mais ceux qui ont de l'argent en Europe, investissez dans ces grandes idées plutôt que de laisser cet argent dormir ou être utilisé à des choses qui sont très peu productives finalement. Investissez dans la disruption, dans l'innovation, dans le radical. Et Elon Musk, Tesla et tout ça, c'est des gens qui sont capables de se dire je vais mettre 1,5 milliard d'euros, ça me paraît colossal, mais dans une usine qui va fabriquer des batteries. Et je vais trouver 5 personnes dans la Silicon Valley qui sont prêtes à mettre 50 millions d'euros sur la table, et après je vais aller voir des fonds de pension un à un, et Elon Musk, à cette époque-là, il ne dormait pas. Il faisait tous les fonds de pension les uns après les autres en leur disant voilà ma vision, est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, le ticket d'entrée c'est 100 millions. Si vous mettez moins, je ne suis pas intéressé. Lui, il veut aller sur Mars. Et en revenir. C'est encore plus difficile. Sur la Smart City, parce qu'on a beaucoup parlé de la ville, et je crois que ça intéresse beaucoup de gens ici. La vision de la Smart City, et notamment ce que vous disiez, c'est les nouvelles innovations radicales que permettent finalement Uber. Ce que vous avez dit, oui, concrètement, c'est une plateforme, des chauffeurs qui se baladent, peut-être demain ça sera un flux, mais c'est aussi, c'est ça la grande nouveauté, c'est aussi un nombre considérable de données. Et c'est ça le nouvel Eldorado, le nouvel or noir finalement de la ville et de ce monde technologique, c'est la data. Et alors il y a justement tout un débat qui a lieu autour de, pas que vous, de tous les acteurs de la technologie, sur la propriété des données, sur qu'est-ce qu'on en fait. Effectivement, est-ce que la ville vous laisse ces données, est-ce qu'on ouvre les données? Est-ce que les données sont un bien public? Et donc, est-ce que, on parlait d'économie du servage, le mot est excessif, mais qui prend la valeur, qui la capte, qui sait l'utiliser? Vous êtes forcément, avec la géolocalisation et le nombre de chauffeurs qui augmente très très vite, de voitures propriétaires, détenteurs d'un nombre de données qui sont cruciales
sur plein de choses, hein, la circulation, sur où vont les gens. Qu'est-ce que ce monde de données finalement veut dire pour le business d'Uber et l'équilibre public-privé qu'il faudra quand même là aussi trouver? Bien sûr, le premier point que je dirais, c'est que sur Smart City, je pense qu'il y a un côté données, il y a un côté technologie, mais il y a un côté qui est tout simple. La ville, elle commence par être intelligente quand elle met en place des choses simples qui servent à tout le monde. Et je pense qu'un exemple de Londres, la congestion charge, le fait que si vous voulez rentrer dans Londres avec une voiture, vous devez payer une taxe, la malheureuse éco-taxe française était dans cet esprit-là. Je pense que si c'est bien fait, que ça marche, ça c'est une solution où il n'y a pas énormément de technologie, bon, les caméras qui prennent en photo des plaques d'immatriculation. C'est simple et ça sert à quelque chose. À Londres, moi j'ai vécu la chose parce que j'y habitais. En 5 ans, ils ont multiplié le nombre de bus par 10. Et ils ont investi quelque chose comme 25 milliards dans les transports en commun. Ils avaient du retard. Ceux qui ont voyagé à Londres dans les années 80-90 le diront. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très intelligent, de smart comme ville qui est capable de dire ça marche pas, c'est cassé, qu'est-ce qu'on fait? On met une congestion charge, on réduit la place de la voiture individuelle et la dîme qui est collectée, elle sert à financer les transports en commun. On sait où ça va. Et je pense qu'un des trucs les plus importants dans l'impôt ou dans la taxation, c'est que les gens sont toujours d'accord pour payer des taxes s'ils voient à quoi ça sert. Et à Londres, ça a été très clair. Donc ça, je pense que c'est la première chose dans la Smart City, c'est de faire des choses intelligentes et utiles, mais qui ne sont pas forcément ultra technologiques ou sur la data. Après, il y a l'aspect data, effectivement. Je pense que ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est que quand je vois l'échelle du beurre à Paris, que je mets nos écrans au bureau, quand je vois le volume de voitures que ça représente en temps réel et toute la donnée qu'on collecte, il y a effectivement une échelle qui est énorme au point où aujourd'hui, à Paris, on est les seuls dans cette position. Il y a peut-être, effectivement, il y a la RATP, mais on est avec la RATP probablement ceux qui sont le plus capables de dire ce qui se passe en temps réel, comme données. Enfin, il y a aussi maintenant Waze avec Google, enfin Google a racheté Waze. Donc on est quelques opérateurs, effectivement, donc pour revenir à votre question, publics ou privés, qui ont accès à une quantité colossale de données qui nous expliquent ce qui se passe dans la ville. Et ça, de notre point de vue, nous, en interne, sur l'utilisation de la donnée, ce qui est très certain, c'est qu'on n'en fera jamais une utilisation commerciale. À part pour nous-mêmes, mais on ne l'utilise pas pour des raisons commerciales, on l'utilise parce qu'on la génère. Mais on ne l'utilise pas pour la monétiser. C'est-à-dire qu'on ne vendra pas des fichiers de données, on ne va jamais vendre votre trajet d'hier sur Uber, on ne va jamais vendre mon trajet de Uber ce matin. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Nous, les données des clients, des utilisateurs d'Uber sont sacrées, nos utilisateurs sont sacrés, c'est inatteignable. Et ça, on a fait quelques erreurs de jeunesse parce qu'on était encore trop petits en 2013, en 2014. On n'avait pas encore mis les garde-fous en interne pour empêcher certaines choses, mais on a embauché une experte mondiale, Catherine Tassi, sur la question, qui vient d'un grand cabinet d'avocats américain, et qui en ce moment fait le tour du monde pour mettre en place tous les process pour s'assurer qu'on est l'entreprise la plus conforme et même qui va au-delà de la conformité sur la protection des données au monde. C'est l'ambition, en tout cas. C'est d'être le meilleur au monde en termes de protection des données personnelles. Donc ça, c'est pour nous rassurer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire néanmoins avec ces données et au service de la Smart City? Tout à fait. Donc, ce qu'on peut en faire, alors il y a l'aspect public-privé, ça on en parlera peut-être rapidement après, mais ce qu'on peut en faire, c'est la proposition que nous on a faite à la mairie de Paris déjà en juin 2014. Donc, la première fois que j'en ai parlé à la mairie de Paris, c'était en juin 2014 en disant, bon, on est encore à l'époque, je disais ça, on est encore un peu petit, mais je pense qu'on commence à avoir des données intéressantes à Paris, sur les flux, sur la proportion de la population qui voyage dans tel produit sur Uber à telle heure de la journée. On a repéré par exemple que plus nos produits sont accessibles, plus il y a de femmes qui voyagent. Et ça, c'est un constat intéressant qui en dit long sur quelque part l'égalité dans notre société. On a constaté aussi ce que je vous ai dit sur les zones urbaines sensibles, qu'on a près de 10% de trajets qui démarrent ou terminent dans une zone urbaine sensible. Ce que je vous ai dit sur le fait qu'il y a 15% des trajets qui démarrent ou terminent à plus d'un kilomètre d'une station de la maison. On a des chiffres comme ça, on pourrait vous en parler 3 heures, ça risque d'ennuyer tout le monde, mais il y en a au moins une dizaine ou une quinzaine qui sont très intéressants. Et après, sur ces chiffres, il y a du coup des données qui sont exploitables réellement par les mairies et par les métropoles pour en faire quelque chose et prendre des décisions surtout. Ça doit informer des décisions. Et ça, on a proposé à la mairie de Paris à l'époque d'ouvrir la donnée. Évidemment, on ne peut pas tout ouvrir parce qu'il y a des choses d'abord qui sont confidentielles parce qu'elles concernent des utilisateurs. Il faut qu'elles soient anonymisées. Donc si on nous demande, genre, quand la police vient nous voir dans le cadre d'une enquête, on demande toujours un mandat pour fournir des données nominatives parce que c'est comme ça qu'on doit protéger les données. Et vous les donnez? Bah, on est obligé. Si un mandat judiciaire, on est obligé. Parce qu'il faut qu'il y ait un juge des libertés qui a contrôlé le fait qu'il fallait le donner parce que l'enquête le justifie. On ne le donne pas quand il n'y a pas de mandat judiciaire. Donc c'est une obligation, ça, de droit. Mais je ne vous dis pas le nombre de fois où on me le demande
demande sans mandat et du coup on est obligé de dire non. Si vous avez un Kouachi qui a pris bien sûr, service Uber, ce genre d'enquête a lieu sur la plateforme et on coopère toujours avec les autorités sur toutes ces questions. Mais sur tout ce qu'on peut donner qui est anonymisé, et sur les statistiques, parce que donner des données uniques, c'est intéressant, mais pour la mairie de Paris, d'avoir un fichier dans lequel vous voyez tous les data points qui arrivent, c'est pas très utile. Ce qui compte, c'est surtout d'en extraire des messages et des statistiques pertinentes. Après, la question réelle, c'est de savoir comment nous, on offre ça à la mairie de Paris, avec d'autres acteurs, et à quel point la donnée, elle est publique ou elle est privée. Moi, je pense que ma vision là-dessus, elle est assez simple, et après, c'est un sujet qui est en discussion dans le groupe, et je pense qu'il n'y a personne qui est arrivé au niveau de maturité sur la question pour avoir des réponses définitives. Mais ma vision, elle est que tout ce qui est nominatif, quoi qu'il arrive, ne peut pas être partagé, et que c'est une propriété privée, sauf dans le cas où c'est prévu par la loi pour des raisons spécifiques, que tous les flux à grande échelle doivent pouvoir être communiqués, et que cette communication peut être faite de manière gratuite dans le cas d'un partenariat, mais qu'elle a un coût. Donc pour les entreprises en question, donc pour Google, Waze, Blablacar, Uber, etc., je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir émerger une plateforme commune sur laquelle on est prêt à échanger des données. Elle aura un coût, nous on est prêt à mettre de l'argent sur cette plateforme pour l'entretenir, donc une forme d'association. Les pouvoirs publics, a priori, devraient être capables de mettre aussi un petit peu de fonds, en tout cas de ressources. Parce que le problème, quand on a fait la proposition à la mairie de Paris, si vous voulez, la difficulté c'est qui à la mairie de Paris peut s'occuper de ça et est-ce qu'ils ont les ressources pour traiter ça. Je pense que la réponse la plus pertinente, c'est pas pour les pouvoirs publics de créer, comme on l'a fait trop de fois dans ce pays, des informatiques pour tous et des choses comme ça, c'est plutôt de faire confiance au secteur privé pour s'organiser et de piloter le débat. Donc je pense que le plus intelligent, c'est que mon idée, et je pense que c'est quelque chose qui fait débat, ça serait que les autorités publiques, les municipalités, créent les conditions d'un débat, d'un rassemblement, et à Paris Region Lab qui a une idée intéressante, pour fédérer les acteurs, pour qu'ensuite ces acteurs puissent ensemble créer les conditions d'un partage des données, dans des modalités prévues par cette fédération et par les pouvoirs publics. Et ça, c'est ce qu'on a fait à Boston. À Boston, on est seul à le faire, mais on a un partenariat avec la mairie de Boston, où on partage une quantité incroyable de données. Et Boston a décidé de mettre un groupe de plusieurs universités de Boston, Massachusetts, dont le MIT, sur la question, pour analyser les données et en faire quelque chose. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable à Paris. On a fait la proposition. La difficulté, je pense, pour une mairie comme celle de Paris, c'est de dire, on a la proposition, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense, pour moi, une des solutions, c'est de faire confiance au secteur privé pour petit à petit apporter des solutions. Je vais terminer, je vais donner la parole à la salle pour toutes les questions. On a encore une toute petite demi-heure. Juste, quand même, on ne peut pas ne pas évoquer le sujet qui, Dieu merci, en Inde, est un vrai sujet qui est peut-être moins chez nous, mais il y a donc désormais un bouton panique dans les véhicules Uber ou Uber Pop en Inde, parce qu'il y a eu plusieurs viols, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de recrutement, j'imagine effectivement des chauffeurs qui transportent. Moi je prends pas seulement le cas Uber, mais j'ai eu l'expérience d'une jeune fille proche de moi qui prend un service qui s'appelle Hitch. C'est un peu comme Uber Pop, c'est une personne qui s'inscrit et qui dit moi je peux transporter les gens le soir, le week-end, et on me paye, en gros ça lui paye ses frais, c'est comme ça que c'est présenté, ses frais d'essence, d'assurance, de machin, et voilà, il suffit, c'est géolocalisé, j'appuie sur un bouton, je veux aller de, j'en sais rien, Saint-Michel à Bastille, ça va me coûter 3 euros, 4 euros, 5 euros, et bon, c'est l'économie du partage, c'est très sympathique, sauf que vous montez quand même, enfin c'est comme faire du hitch pour faire du hitchhiking. Vous montez dans la voiture d'un inconnu, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Bon, si vous êtes une jeune fille de 16 ans, pas forcément évident, à 23 heures, enfin vraiment en tant que père, de dire ouais, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est pour notre ville à nous. En Inde, il y a eu, alors pour le coup, je laisse le bouton panique. Est-ce que c'est quelque chose à les généraliser? Comment vous adressez ce problème de sécurité générale? Ou aussi vous faire agresser? Je sais aussi, je crois que j'ai vu ça, parce que nous avons ici une journaliste chez nous qui s'appelle Mounia Van de Castel qui suit de très près ce qui se passe chez Uber. On prépare d'ailleurs une enquête pour la semaine prochaine et il avait fait un papier, je crois, qui disait voilà, il y a des problèmes aussi. Les cartes bleues sont. Vous avez quand même des informations et le chauffeur a des informations bancaires. Donc voilà, il y a tas de questions quand même à se poser. Comment vous adressez toutes ces questions? La
effectivement, il y a eu cette situation en Inde et il y a un nouveau bouton dans l'application en Inde uniquement qui s'appelle SOS, non pas panique mais SOS. Pardon, ça c'était la dépêche AFP. Oui, mais on requalifie juste pour, effectivement, c'est un appel d'urgence. Nous, notre position juste sur le bouton et sur l'aspect interaction immédiate en urgence, notre position elle a toujours été assez simple, c'est de dire que nous, on n'a pas les compétences et on n'est pas habilité à faire le travail de la police. Et que du coup, dans beaucoup de pays comme la France, vous avez un numéro d'urgence et c'est celui-là qui donnera l'action la plus rapide en cas de nécessité. Donc en Inde, on a fait un pas dans cette direction pour tester technologiquement ce que ça pourrait donner. Et il y a un problème indien sur la question, comme vous le savez. Donc on a fait un pas pour voir si on peut contribuer. Mais on continue de dire que la sécurité, dans ce sens-là, nous évidemment, après je peux vous expliquer tout ce qu'on fait, mais ceux qui sont chargés de faire respecter la loi dans ces conditions pour certaines criminels, c'est les forces de police. Oui, mais c'est vous qui recrutez les chauffeurs et qui les Bien sûr. acceptez. Donc vous avez Bien quand même sûr, une responsabilité. Bien sûr, ça je le dis pas, je dis juste que sur l'urgence, le plus utile pour tous, c'est ça. Après nous, ce qu'on fait, et je pense qu'on répond à cette question comme on répond à toutes les questions chez Uber, c'est-à-dire en le prenant comme un problème à résoudre, qui est un problème normal, et en y investissant énormément dessus, en ressources humaines et en argent, pour développer des solutions qui nous amènent à une qualité qui n'a jamais été offerte avant. Le fait, si vous voulez, le fait que ce soit des inconnus, c'est pas ça le problème en soi. Parce que, je prends l'exemple du covoiturage, en France, il y a 3 millions de trajets qui sont faits sur du covoiturage chaque mois, où vous montez bien la voiture d'un inconnu. Vous n'avez absolument aucune idée de qui cette personne. Elle n'a ni formation, ni diplôme, ni licence, ni compte en banque sur lequel il y a de l'argent immobilisé, ni assurance spécifique de transport de personnes. Elle n'a rien de tout ça. Et c'est 3 millions de personnes en France chaque mois. Donc, en soi, le problème n'est pas je monte dans la voiture d'inconnu, c'est plus le cas sur Uber qu'ailleurs. C'est le cas sur toutes les plateformes. Non, bien sûr. J'ai cité une autre plateforme. Non, je sais. Je ne parle pas de Uber, je parle de l'aspect urbain. C'est-à-dire que le fait que tout d'un coup Hitch et Uber le fassent à l'échelle urbaine ne change pas quelque chose qui est communément accepté où il y a le même risque de sécurité. Et en plus, on roule bien plus vite sur des routes de campagne qu'en ville. Du coup, nous, notre réponse à ça, elle est multiple. Elle est sur énormément de niveaux. Le premier niveau, c'est dans le recrutement des chauffeurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des critères très spécifiques, très stricts pour l'inscription d'un chauffeur sur la plateforme. Il doit fournir un casier judiciaire, qui doit être vierge évidemment, et on met en place des process pour les contrôler de plus en plus régulièrement. Donc on ne sait pas combien on va situer la fréquence, mais je pense qu'un monde idéal, mais aussi un petit peu inquiétant, donc c'est aussi ça où la population doit choisir, c'est un monde où le chauffeur sur Uber, automatiquement, on sait en temps réel s'il a été arrêté pour une infraction. Et demain, il est désactivé automatiquement de la plateforme si on sait qu'il a commis une infraction la veille. C'est un peu inquiétant. Minority Report en fait en plus. C'est pour ça que je prends cet exemple, c'est pour bien faire prendre conscience à tout le monde que la sécurité, c'est pas un problème juste pour Uber ou pour Hitch, pour Blablacar ou pour autre, c'est un problème pour la société qui doit décider jusqu'où on est prêt à aller dans le flicage. Et à quel point la technologie peut aider à ça. On peut créer demain une technologie où on sait en temps réel que quelqu'un a été arrêté pour un délit ou un crime, et du coup ça l'empêche de faire plein de choses dans sa vie. Le problème, c'est s'il y a une dénonciation calomnieuse ou si il n'est pas condamné au final, on a violé la présomption d'innocence. Donc il y a énormément de questions philosophiques et juridiques sur cette question. Nous, en tout cas, en attendant, pour se situer dans le concret aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est le casier judiciaire qui doit être vierge, on le contrôle le plus souvent possible, et c'est tous les 6 mois actuellement. C'est permis, tous les papiers, licence VTC, etc. Et après, c'est un contrôle en temps réel dans l'application où, après chaque trajet sur Uber, vous notez la course. Et du coup, nous, ce que ça nous permet, dans 99% des cas, ça passe très bien. Donc on sait que le conducteur est visiblement un très bon conducteur. Mais dans certains cas, ça passe pas très bien. Et ce qu'on voit, nous, c'est que ça se passe très vite, en fait. C'est qu'un nouveau chauffeur, si en plus d'avoir un casier vierge, donc une moralité qui, a priori, si on regarde dans le passé, est bonne, et tous ces papiers, assurance, etc., tout ça, c'est sûr. Mais si un conducteur, dès ses premières courses, a des 1 sur 5, nous, on le suspend immédiatement. On le demande de passer à nos bureaux. On a un entretien, on voit quelles sont les causes, on essaie d'établir la vérité sur les faits. On n'est pas une autorité judiciaire, mais on est bien obligé de comprendre ce qui s'est passé. S'il y a des cas d'agression, etc., tout de suite, c'est la police et les enquêteurs qui sont en charge, et on collabore toujours. Et ça nous permet d'avoir un contrôle en temps réel de ce qui se passe sur la plateforme. Alors que, par exemple, si on prend les taxis, vous passiez, si dans le monde des taxis, vous passez un examen, ensuite vous conduisez, et pendant 40 ans potentiellement, vous n'avez plus aucun contrôle. Il n'y a pas d'application, vous pouvez dire, ce chauffeur par exemple m'a fait des propositions indécentes.
vous n'avez pas la possibilité de le faire. Vous allez au registre de la préfecture de police de Paris, l'inscrire sur un registre, et généralement, vos réponses, ça va prendre des mois. Nous, ça ne prend pas des mois, ça prend 1 heure. Si vous mettez un commentaire dans l'application sur votre téléphone, si c'est très négatif ou s'il y a besoin d'intervenir, on peut réagir dans l'heure. En tout cas, dans les 24 heures. Donc on prend ça très au sérieux. Et on met en place tous ces mécanismes. Donc on a ça, la notation en temps réel. On a sur la carte de crédit des tas de systèmes anti-fraude, mais on continue d'inventer des technologies. On parle aux compagnies de carte de crédit et aux banques. Et sur l'aspect téléphone, on a lancé une technologie dans une ville aux États-Unis qui permet d'anonymiser les numéros de téléphone pour s'assurer qu'un chauffeur ne peut pas garder le numéro de téléphone d'un passager et vice-versa. Pour empêcher justement toute ambiguïté ou toute situation qui pourrait être un terrain pour un délit. Donc ça, c'est le deuxième chose qu'on fait. Il y a en Inde ça. Après, il y a d'autres choses qu'on va continuer d'inventer. Nous, notre souci, ça va être de trouver l'équilibre entre notre impératif de sécurité et de qualité, la loi et la présomption d'innocence, et ensuite un débat philosophique sur jusqu'où peut aller la technologie dans le contrôle des comportements. Et ça, il n'y a pas que Uber, il n'y a pas que les plateformes, il y a un débat public qui doit être créé sur cette question, c'est jusqu'où est prête à aller la société.